Bonjour, donc aujourd'hui on va continuer sur le MOOC Introduction générale en orthodontie destiné à la formation de base au niveau de la faculté de médecine dentaire de Casablanca, Université Hassan II. Aujourd'hui on parlera d'un autre chapitre qui apparaît un peu difficile, mais on va essayer de le simplifier au maximum en ayant une approche beaucoup plus didactique. On va parler aujourd'hui des éthiopathogénies, des dysmorphoses et dysfonctionnements crânio-mandibulaires. Donc pourquoi parler des étiologies, des dysfonctions et dysmorphoses crânio-mandibulaires? C'est un chapitre très important qui va nous permettre d'abord de poser notre diagnostic, et à chaque fois quand on veut poser le diagnostic positif, il va falloir aussi être capable de poser le diagnostic étiologique ou éthiopathogénique. Donc la connaissance des étiologies est un élément important au niveau d'abord du diagnostic et de l'établissement de nos plans de traitement, nos objectifs de traitement, et aussi ça nous permet d'avoir une meilleure stabilité et un meilleur pronostic du résultat du traitement orthodontique qui va être entrepris par la suite. La difficulté de ce chapitre revient du fait que la connaissance des facteurs étiologiques et des dysmorphoses crânio-faciales d'une manière générale, ils sont un peu pauvres au niveau de la littérature. Si on va chercher au niveau de la littérature, il y a très peu d'écrits sur ça. La difficulté qui vient encore compliquer les choses, c'est que des fois, on va retrouver des causes qui sont complètement différentes ou qui sont complètement opposés, qui peuvent générer le même effet. En plus, qu'il y a un autre facteur important, c'est qu'au niveau de l'extrémité faciale, il y a le comportement neuromusculaire et le fonctionnement neuromusculaire, et qui est sujet à l'adaptation fonctionnelle, et cette capacité d'adaptation qui serait différente d'un sujet à un autre, et qui est un paramètre individuel qui rend la tâche difficile. Bien sûr, il y a toujours les facteurs héréditaires, et qui vient surajouter sur un terrain fonctionnel, et donc on aura toujours cette interaction qui va se faire entre les facteurs héréditaires et les facteurs acquis. Donc tout ça rend le diagnostic éthiopathogénique un peu compliqué et difficile en orthodontie d'une manière générale. Donc ce qui se passe, c'est que si on peut matérialiser ça, nous avons toute la partie hérédité qui va être l'expression de la donne génétique portée par la personne, et vous avez tout ce qui est acquis en rapport avec les effets de l'environnement, tous les facteurs exogènes qui vont venir interagir au niveau de la donne génétique pour avoir cette expression phénotypique des gènes. Donc, nous avons d'un côté les facteurs héréditaires et de l'autre côté les facteurs exogènes ou les facteurs environnementaux. Donc, des fois, on va se retrouver dans des situations où les facteurs héréditaires vont se surajouter avec les facteurs exogènes, et on aura un effet de potentialisation. Donc, il y a une sommation d'effets entre les facteurs héréditaires et les facteurs exogènes, et donc on va avoir une accentuation du caractère. Dans le cas où il y a un effet opposé entre les facteurs héréditaires et les facteurs exogènes, on va assister à une atténuation du caractère, et donc on va avoir un défaut de pénétration. Je rappelle que le défaut nous avons les deux notions au niveau de la génétique, l'expressivité et la pénétrance. L'expressivité, c'est le degré d'apparition phénotypique d'un gène, et la pénétrance, c'est le nombre de descendants qui vont porter ce caractère. Donc on va avoir une réduction au niveau de la pénétrance de ce caractère quand il s'agit d'un effet d'atténuation entre les facteurs héréditaires et les facteurs environnementaux ou les facteurs exogènes. Maintenant, en fonction des structures qui vont être atteintes, on va avoir une terminologie bien précise. Quand il s'agit d'une atteinte au niveau du tissu neuromusculaire, d'une manière générale, on va se retrouver par un défaut cinétique et on parlera de dyskinésie. Quand il y a une atteinte au niveau du système alvéodontaire, on va se retrouver avec des malocclusions. Quand il y a une atteinte au niveau osseux, on va avoir des dysplasies ou une dysmorphie au niveau des pièces osseuses. Alors, pour essayer d'aborder les facteurs éthiopathogéniques, donc on va avoir une approche didactique très simpliste, et on va les différencier en facteurs généraux et en facteurs locaux.
Bien sûr, les facteurs éthiopathogéniques généraux vont être divisés en d'abord la notion d'hérédité. On parlera de la donne génétique et son expressivité phénotypique. On parlera des troubles métaboliques, on parlera des troubles de croissance, on parlera des troubles d'origine anatomique et déséquilibre musculaire, on parlera des troubles fonctionnels et parafonctionnels, et tout ça, on va le considérer comme étant des facteurs éthiopathogéniques généraux. L'hérédité, bien sûr, on a parlé de cette interaction permanente entre l'hérédité et l'environnement. Il y a bien sûr la notion d'ethnie. Au niveau de certaines ethnies, on va avoir des anomalies qui vont être beaucoup plus présentes par rapport à d'autres ethnies. Et on va citer quelques exemples d'anomalies héréditaires. Et nous connaissons l'anodontie partielle ou totale, tous les problèmes d'agénésie, d'hypogénésie. La polydontie aussi a des origines héréditaires. Les anomalies de position, notamment les désharmonies dentomaxillaires, où on évoque comme étiologie cette hérédité croisée lorsqu'on hérite de dents de grande taille chez un des parents et des maxillaires de petite taille, ou inversement, ça peut donner des désharmonies dentomaxillaires. Toutes les anomalies de structure, notamment la mélogénèse imparfaite ou la dentinogénèse parfaite, et puis les anomalies de la prognathisme mandibulaire. Et dans la littérature, nous avons toujours un exemple qui est cité, qui est la dynastie de Habsbourg, où il y a cette prognathisme mandibulaire avec une expressivité et une pénétrance variable en fonction de l'effet de l'environnement. Donc l'anodontie, c'est l'absence totale des dents. On peut avoir des fois une réduction de nombre de dents, on est dans des hypogénésies ou dans des agénésies. La prévalence dans la littérature, donc il est environ de 6% de la population, avec une symétrie respectée entre le côté droit et gauche, avec plus de prédominance au niveau du maxillaire. Nous avons fait une étude en 2003 et dans notre population marocaine casablancaise consultante au niveau du centre de soins et traitement dentaire de Casablanca, on avait relevé une prévalence de 7,91 d'hypoagénésie d'une manière générale. Maintenant, les dents les plus atteintes par cette agénésie, donc dans tête de liste, nous avons la troisième molaire mandibulaire, suivie par la troisième molaire maxillaire, suivie par la deuxième prémolaire mandibulaire, puis en quatrième lieu, vous avez l'incisive latérale maxillaire, et en dernier, c'est l'incisive centrale mandibulaire qui est atteinte, comme on voit sur des radiographies panoramiques. Ça peut être soit un motif de consultation du patient, ou des fois, c'est une découverte fortuite suite à un examen radiologique ou un bilan préorthodontique ou un bilan pédodontique dans certaines situations. Donc dans le cas suivant, vous avez une absence d'une incisive inférieure, ou des fois on a des patients avec des dents surnuméraires aussi, comme c'est le cas ici. Voilà. Voilà, toujours des patients avec une hypergénésie. Les anomalies de position aussi, c'est fréquent. On a avec l'expression clinique, c'est cette malocclusion, cet encombrement, cette désharmonie dentomaxillaire. Les transpositions aussi peuvent avoir une notion héréditaire, et puis toutes les anomalies de structure, notamment la mélogénèse imparfaite, comme vous voyez ici sur ce cas où vous avez des défauts de minéralisation au niveau de l'émail qui peuvent bien sûr avoir un impact. D'abord, au premier degré, un problème donc au niveau du substrat sur lequel on va coller nos braquettes lorsqu'on fait des traitements multi-attaches. Vous avez des amélogénèses imparfaites où vous avez au niveau de la radiographie panoramique une densité qui est beaucoup plus dentinaire avec presque une absence totale de l'émail au niveau de toutes les dents. Bien sûr, au niveau de la prognathisme mandibulaire, dans la littérature, ce qu'on retrouve le plus, c'est la dynastie des Habsbourg, où vous avez la majorité, il y a une forte pénétrance au niveau de la famille, et aussi au niveau de l'expressivité, où nous avons des cas où il y a une bonne compensation par rapport à d'autres. Donc ça réconforte ce qu'on avait dit sur le fait qu'il y a une interaction, que ça peut se faire soit par sommation, soit par atténuation entre les facteurs héréditaires et entre les facteurs environnementaux. Donc,
On a vu un peu quelques exemples pour donner d'autres, notamment la rétrognatsie mandibulaire, la supraclusie incisive, les anomalies de forme, microdontie, macrodontie. On a parlé de la dysharmonie dentomaxillaire et aussi tous les problèmes des fentes labiopalatines qui sont un problème de défaut de mésodermisation au moment donc, de la 5e, 6e semaine de la vie intra-utérine. Donc la rétrognatsie mandibulaire, les supraclusies, notamment dans les cas avec des typologies bien précises, dans les cas de classe de 2, on peut retrouver ce genre de situation. Les macrodonties ou microdonties, macrodonties ici sur des incisives centrales avec des anomalies de structure au niveau de l'émail. On peut aussi la dysharmonie dentomaxillaire avec la notion d'hérédité croisée. Et bien sûr, les fentes labiopalatines, totales ou partielles, en fonction des situations. On a plusieurs tableaux cliniques qui est un défaut donc de fusion entre le bourgeon nasal interne, le bourgeon nasal externe, le bourgeon maxillaire pour le palais primaire et le bourgeon maxillaire, les deux bourgeons maxillaires pour le palais secondaire, donc avec la persistance de ce mur épithélial de Hofstadter et est en rapport avec les différents éléments embryologiques en fonction de l'environnement du patient, mais il y a aussi la notion d'héréditaire qui est régulièrement citée dans les cas de fente labiopalatine. Les troubles métaboliques aussi, on va les considérer comme des facteurs éthiopathogéniques généraux et on citera les troubles nutritionnels, notamment le rachitisme, qui s'accompagne souvent avec des endognathies maxillaires, un problème de respiration buccale et des retards d'évolution des dents. Les troubles endocriniens aussi, notamment les problèmes en rapport avec la sécrétion de l'hormone de croissance, la GH, la growth hormone, ou la somatotropine, la STH. Et là, on peut avoir soit des situations d'acromégalie ou de nanisme hypophysaire. Donc, on a aussi les hormones sexuelles qui vont avoir un effet de feedback sur la sécrétion de la STH. Et bien sûr, les hormones thyroïdiennes aussi qui peuvent interférer avec l'action de cette hormone de croissance d'une manière générale. Les troubles de croissance, au niveau de l'extrémité céphalique, ça peut atteindre des problèmes au niveau de la base du crâne, et on sait qu'au niveau de la base du crâne, c'est le moteur principal de la croissance au niveau de la face. Ça peut atteindre la voûte avec des craniosténoses au niveau des différentes syndesmoses de cette région. Et bien sûr, ça peut atteindre la face et vous avez tout le grand chapitre du grand syndrome qu'on ne va pas évoquer ici. Après, nous avons les anomalies du pouvoir prolifératif, les anomalies cartilagineuses systématisées telles que la chondroblastie avec une atteinte des cartilages de conjugaison ou l'acromégalie avec un problème d'excès de sécrétion de la GH. Les anomalies cartilagineuses localisées qui peuvent atteindre un cartilage particulier et qui va avoir un impact sur la croissance de la région inhérente à ce cartilage, notamment dans le cas du syndrome de Binder où il y a une atteinte du cartilage nasal, ou à chaque fois que le cartilage condylien est atteint, on peut avoir des asymétries secondaires à des hypercondylies ou à des hypocondylies. Puis nous avons aussi les atteintes des éléments membraneux, notamment au niveau de la dysystose cléidocrânienne et aussi dans tous les chapitres des craniosténoses prématurées qui peuvent aussi être considérées comme des atteintes au niveau des troubles de la croissance d'une manière générale. Au niveau des facteurs éthiopathogéniques généraux, nous avons aussi les troubles d'origine anatomique et des équilibres musculaires, la position céphalique en ayant de torticolis ou un problème juste de position céphalique, donc peut avoir un effet au niveau de la croissance asymétrique au niveau de la face. Bien sûr, la langue, qui est considérée comme un organe morphogénétique très important au niveau de la cavité buccale, peut avoir des effets par un problème au niveau de son volume, de sa mobilité, de sa position et aussi de son fonctionnement. Et bien sûr, les troubles au niveau des lèvres peuvent aussi être considérés comme des troubles d'origine anatomique et ou des équilibres musculaires. Nous avons des insertions basses du frein de la langue, interposition linguale antérieure. Et bien sûr, nous avons le grand chapitre aussi de troubles fonctionnels et parafonctionnels. Donc, toutes les
Déséquilibre fonctionnel au niveau de la déglutition, au niveau de la phonation, au niveau de la respiration, au niveau de la mastication et bien sûr la succion, qui est considérée comme une parafonction. C'est une fonction archaïque avec la déglutition, mais après, quand il persiste, il devient une parafonction. Et donc, nous avons aussi, voilà un peu les facteurs éthiopathogéniques généraux, mais on peut avoir aussi les mêmes facteurs étiologiques, mais sans connotation héréditaire, et donc on va les considérer comme facteurs éthiopathogéniques locaux, notamment les anomalies de nombre. On peut avoir des dents surnuméraires qui peuvent avoir, avec un dédoublement au niveau de la lame dentaire qui va provoquer un problème d'espace et générer des malocclusions. Les anomalies de forme, quand il y a un problème congénital ou un problème de traumatisme sur les dents de lait qui peut avoir un impact sur les dents permanentes. Des anomalies d'éruption avec des accidents d'éruption, avec des inclusions de rétention ou des enclavements. Les anomalies des freins avec des insertions qui sont anormaux. Et ces insertions donc, peuvent avoir une traction très importante génératrice de persistance de diastème interincisive ou une perte d'attache, ouverture d'un diastème entre les incisives inférieures aussi. Les caries et les restaurations mal faites sur les dentures temporaires qui vont rompre la continuité au niveau de l'arcade et donc réduire le périmètre de l'arcade et comme ça l'espace nécessaire pour la mise en place des dents permanentes va être réduit. Et bien sûr, tous les tumeurs bénignes qui peuvent survenir au niveau de cette extrémité peuvent avoir aussi un effet. Voilà un peu, on a essayé de faire le tour sur les facteurs éthiopathogéniques des dysfonctionnements crânio-mandibulaires, des étiologies des dysfonctionnements et de dysmorphose, et que, en conclusion, donc il faut essayer à chaque fois de rechercher les étiologies, et à chaque fois qu'on peut faire le point sur une étiologie, bien sûr, il faut d'abord rétablir cet équilibre, éliminer cette étiologie, et c'est ce qui garantirait donc d'abord le bon diagnostic, et dans un deuxième temps, un bon pronostic qui permet une meilleure stabilité du traitement dans sa globalité. Et je vous remercie pour votre attention.